Merci à l'ANRS pour l'invitation. Surtout pour parler dans cette séance que je trouve très intéressante, c'est pour réfléchir à la recherche en temps des crises. Comme c'était dit déjà, quand on a pensé à la programmation, c'était pas cette crise si grave qu'on imaginait, mais bon. Moi, je vais vous parler d'une recherche en temps des crises sanitaires, qui était donc une recherche faite pendant la crise de la Covid-19. C'est une étude qui a été financée par la NRS, qui donc était ciblée sur l'impact de la pandémie, sur la santé mentale et sexuelle des adolescents et adultes, femmes trans et HSH au Brésil. C'est une étude qui était possible, je vais parler de ça tout de suite. En fait, c'était coordonné, donc les responsables scientifiques au Brésil étaient la professeure Inês Dourado, qui est donc professeur à l'Université fédérale de Bahia et qui avait plusieurs d'autres universités qui participaient à cette étude. Et en France, la professeure Marie Préau au laboratoire pôle de psychologie sociale de l'Université Lyon 2. Et j'étais la responsable de la mise en place de cette étude qui était possible grâce à un appel au projet que la NRS avait ouvert au tout début de la crise sanitaire. Donc en avril 2020, la NRS a sorti un appel à projet, un appel flash. Et nous, au Brésil, on avait ces deux cohortes de PrEP qui étaient en place, qui étaient l'une cohorte était PrEP 15-19, financée par United, qui était une étude sur les jeunes HSH et femmes trans entre 15-19 ans pour évaluer l'efficacité de la PrEP auprès de ces deux groupes-là. Et nous avions aussi Combina, qui était une étude financée par le ministère de la Santé brésilien et le CNPq, qui incluait des personnes qui venaient chercher la PrEP ou le TPE ou le dépistage pour le VIH et les autres IST, qui venaient dans des services qui participaient à cette cohorte. Ils étaient invités à entrer dans la cohorte. En avril, quand la Covid est arrivée, il a été déclaré une pandémie. Les études, donc, PrEP 15-19 étaient en place dans 3 villes du Brésil, Combina dans 5 villes du Brésil. PrEP 15-19 avec 891 participants à ce moment-là et Combina qui suivait 731 personnes à ce moment. Ce suivi était donc un suivi, disons, toujours le protocole classique de suivi de la PrEP orale à ce moment. Donc, les personnes venaient chaque 3 mois voir le médecin, faire les dépistages, etc., tout ce qu'il faut dans les protocoles, et aussi à répondre à des questionnaires, à participer à des entretiens et à des focus group, enfin, plusieurs techniques de recherche qu'on utilisait. Quand la pandémie arrive, tout ça s'arrête, tout doit être adapté. Donc, l'offre des services a été complètement adaptée pour inclure la télémédecine, surtout. Donc, tout ça, c'est expliqué dans un article que nous avons publié sur ça. Mais aussi, les techniques de recherche ont dû être adaptées et c'est à ce moment qu'on a imaginé Cobra, donc cette étude pour analyser quels étaient les effets de la pandémie sur la santé sexuelle, la santé mentale des personnes qui participaient à ces deux cohortes. Nous avons établi certains objectifs spécifiques, bien sûr, donc de comprendre les représentations sociales de la pandémie auprès de ces groupes, connaître les effets sur les comportements sexuels, la prévention et l'incidence du VIH des autres IST, comprendre aussi comment donc, les personnes géraient leur santé mentale. Pour ça, on a utilisé l'idée du self-care, mais aussi l'estimation de la prévalence des symptômes dépressifs auprès de ce groupe. Le protocole complet est publié, donc si vous voulez connaître les méthodes en détail, c'est possible. Très rapidement, donc c'était aussi une cohorte prospective qu'on a nichée dans ces deux autres cohortes qui existaient déjà. Et donc on a invité les participants à répondre à des questionnaires en ligne, donc un premier questionnaire qui était au moment de la ligne de base et le même questionnaire 6 mois après. Et on les a invités aussi à participer à des entretiens individuels et à écrire des journaux de confinement, tout ça évidemment en ligne parce qu'on était en pleine crise sanitaire qui nous empêchait d'aller à la rencontre des personnes. Les journaux, c'était une technique pour une recueil de données complètement spontanée.
Donc, on proposait aux gens de nous envoyer des récits de leur jour à jour pendant la pandémie. Chaque 3 jours, pendant 21 jours, ils pouvaient nous envoyer soit des récits par écrit, à l'oral, donc des messages de vocal, et aussi des images qui devraient être non identifiantes. Alors pour les entretiens, on avait imaginé donc faire des entretiens comme on fait aujourd'hui, c'est assez commun, on fait ça très souvent, des entretiens par des plateformes Zoom, Teams, ce genre de choses. Sauf qu'on a rencontré une réalité où les gens n'avaient déjà pas l'habitude d'utiliser ce genre de plateforme, ni des données suffisamment pour participer à ces appels avec vidéo, etc. Donc, on a dû adapter à cette situation qui était la situation d'utilisation des données mobiles, mais aussi à la situation du confinement. Une fois enfermé à la maison avec sa famille confinée, surtout pour les jeunes, était extrêmement difficile d'avoir des conditions de parler de son intimité, de sa vie sexuelle, même de son orientation sexuelle, son identité des gens. C'était des questions sensibles à ce moment. Donc, on a adapté d'une façon où on les envoyait des questions par message et qu'ils nous répondaient quand ils pouvaient. Et donc ça se faisait des fois toute une journée pour que la personne arrivait à répondre à l'entretien entièrement au moment où elle sentait qu'elle était en sécurité et aussi dans des conditions de confidentialité aussi pour pouvoir parler de sa vie. Donc finalement, on a pu avoir 23 journaux, 74 entretiens qui ont été faits. Et les questionnaires en ligne de base, on a fait 627 et 510 personnes sont revenues pour répondre les questionnaires d'après. Donc, une réflexion sur ces questions méthodologiques, c'est que cette adaptation des techniques, évidemment, c'est quelque chose qu'on a énormément discuté et qu'on pourrait encore continuer à réfléchir sur tous les risques et les bénéfices qu'il y a quand on fait ces genres d'adaptation. En tout cas, ça nous a permis de recueillir des données et de connaître, donc comprendre ces vécus de la pandémie pendant la période qui était la plus critique et aussi dans un des pays qui, comme vous le savez, était un des plus touchés, donc les pays où il y a eu qui étaient les secondes en nombre de morts par la Covid, donc c'était le Brésil. J'ai fait une synthèse très brève de certains résultats que je pense qui sont importants. On a rencontré, surtout par les techniques qualitatives, une large variété des effets négatifs de la pandémie sur les conditions de vie en général des personnes, donc sur les scolarités, le travail, les revenus. Bon, ça, on a vu sur plusieurs populations et aussi sur ces populations. En termes de comportement sexuel, un aspect qui était important, qui était bien distingué dans les données qualitatives, c'était les types de partenariats que les gens avaient. Donc, l'importance que ça a eu pour les comportements sexuels et la prévention pendant cette période. Donc, les gens qui étaient dans des relations avec un partenaire stable, ce qu'ils nous rapportaient, c'était plutôt un renforcement de ces relations d'intimité, une augmentation des rapports sexuels, alors que ceux qui n'avaient pas et qui étaient pourtant enfermés ont l'interruption temporaire de rapports et l'augmentation des pratiques individuelles. La PrEP, la plupart de nos participants, ils ont continué à utiliser la PrEP, mais surtout, encore une fois, pour les jeunes, à chaque fois, la situation était plus difficile et c'est aussi ça l'importance, je trouve, de faire une étude qui inclut des adolescents dès 15 ans. La difficulté due au confinement, qui n'était pas seulement de ne pas pouvoir cacher ces comprimés, mais aussi de ne pas pouvoir sortir sans dire où on va, parce qu'on était censé être à la maison. Donc, pour aller participer à faire son suivi, tout simplement, son suivi clinique. Donc, ça c'était une limitation importante. Et plusieurs personnes qui ont perdu complètement leur routine parce qu'ils n'avaient plus l'école, ils n'avaient plus le travail et qui ont dû aussi déménager plusieurs fois à cause des conditions économiques. Donc, tout ça, pour la prise des PrEP, était des difficultés qu'on a constatées. L'interruption
juste observer qu'en termes, ces conditions de logement, surtout les logements petits et les conditions des familles où il y avait la présence de la violence verbale, ont été associées à la présence des symptômes dépressifs aussi chez ces deux populations. L'interruption de la PrEP était logiquement associée à l'interruption des rapports sexuels, donc ceux qui ont arrêté d'avoir des rapports sexuels, très souvent ils arrêtaient aussi la PrEP, mais aussi à l'âge où, encore une fois, les personnes les plus jeunes ont été les personnes qui ont arrêté le plus souvent la PrEP. Les résultats sont publiés dans 4 articles pour le moment et nous travaillons encore sur 2 autres. C'est une recherche aussi qui a permis de renforcer notre coopération Brésil-France dans le champ des sciences sociales et humaines en santé. Donc, on a pu faire des ateliers de travail ici et au Brésil, à Salvador, où on a pu travailler ensemble sur l'analyse des données et aussi planifier de nouvelles études. Donc, à ce moment, on met en place une nouvelle étude qui est financée aussi par la NRS, qui est l'étude PISTAS, et nous avons 2 autres études que nous avons déjà écrites ensemble et pour lesquelles nous attendons. C'est une continuation des PISTAS pour que ça devienne une étude démonstrative aussi, comme PrEP 15-19 et comme Combina. Et l'étude dont on a parlé hier matin, EcoAmazon, ce sont des études qui rassemblent ce groupe de recherche et pour lesquelles nous attendons encore les résultats. Pour finir, je voudrais juste mettre un peu la lumière sur cet aspect de le défi de faire la recherche à l'international en temps des crises. Évidemment, nous avons déjà énormément parlé de la crise politique qui est immense, qui vient s'ajouter à une crise qui est une crise climatique. Et c'est impressionnant comme justement ça nous fait un peu perdre la dimension de l'importance d'autres crises pour la réponse aux défis que nous avons en termes des maladies infectieuses, y compris le VIH. Et ce risque de collapse d'une certaine manière de faire la collaboration, la coopération et qui nous demande de réimaginer et de renforcer nos liens en fait pour pouvoir continuer à travailler et surtout travailler sur la santé des populations qui sont marginalisées. J'aimerais juste mettre un peu plus de renforcer cette idée que ces études, ils étaient possibles parce qu'il y avait des financements qui étaient disponibles. Les financements qui ont permis de faire PrEP 15-19, qui est une étude qui, en plus de tous ces résultats, un de ses résultats principaux était justement que la PrEP a été offert pour les jeunes à partir de 15 ans à cause des résultats. Donc avant, c'était à partir de 18 ans au Brésil. Les résultats de PrEP 15-19 ont permis que le Brésil adopte la PrEP à partir de 15 ans. Donc l'importance de ce type d'études, l'importance de l'appel que la NRS a sorti au moment de la crise, qui a permis donc qu'on fasse l'autre étude. Donc tout ça, ce sont des conditions pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse produire des données qui vont, on espère bien, améliorer la santé des gens et, comme je disais, surtout des populations marginalisées. Il y a 9 mois, à la conférence de l'IAS, je parlais dans une conférence aussi sur un scénario politique global qui était, à ce moment, j'ai utilisé les mots, pas vraiment positif pour nos communautés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un scénario catastrophique pour nos communautés scientifiques, la communauté des personnes trans, des personnes vivant avec le VIH, des personnes HSH, où on voit en croissance des mouvements antidémocratiques, des gouvernements qui sont antidémocratiques mais qui sont élus démocratiquement. Donc nous avons des énormes défis qui ont été très bien déjà adressés ici. Juste dire que nous allons continuer à travailler ensemble. Pour essayer de faire face à tout ça. Normalement, il y avait merci sur cette slide, mais il a disparu, donc merci. Ça, c'est l'équipe de l'étude Cobra, bien évidemment. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. On ouvre pour les questions. Oui, voilà. Là-bas.
Merci beaucoup, très intéressant. Alain Volnian pour IETG. J'ai un commentaire d'abord, c'est que je vous remercie de présenter quand même l'article du Monde qui montre bien que ce n'est pas seulement les États-Unis qui réduisent le financement, c'est aussi la France, c'est aussi le Royaume-Uni et la Suisse, etc. C'est très important de le rappeler. Ensuite, ma question portait sur la violence, ce qu'on appelle Intimate Partner Violence. On a vu d'autres études qui ont montré que pendant les confinements, il y avait eu une augmentation dans de nombreux cas, dans de nombreux pays, de cas de violence conjugale, mais pas seulement, intrafamiliale, etc. Est-ce que vous avez parlé de ça? Peut-être que je n'ai pas entendu, ou est-ce que... Voilà. Merci pour cette question. Nous, on n'a pas eu un nombre significatif des situations de violence entre partenaires, mais de violences surtout intrafamiliales des parents envers leurs enfants. Et donc, après, on n'a pas fait une étude spécifiquement de la violence, mais on a regardé donc, par rapport à ceux qui nous disaient qu'ils ont vécu des situations de violence, quel était le rapport avec s'il avait un impact sur les symptômes dépressifs et sur les conditions de prévention. Sur les conditions de prévention, on n'a pas trouvé une association, mais sur les symptômes dépressifs, il y avait une association entre violence verbale. C'est curieux, on n'a pas trouvé l'association entre autres types de violences, peut-être parce que c'était la plus fréquente, le type de violence le plus fréquent, et la présence des symptômes dépressifs. Mais je sais que par rapport à d'autres groupes où on a vu beaucoup plus de violences entre partenaires, dans notre étude, on n'a pas trouvé un nombre significatif. On a le temps pour la dernière question et puis après, on va passer à la prochaine présence. S'il vous plaît. Merci. Je suis Diara Konaté du Burkina, inscrite en première année doctorale à l'Université de Montpellier. Merci pour la présentation. Ma question est relative aux différents critères d'inclusion des participants de l'étude. Je constate que tout a été fait à distance. Est-ce qu'au début de l'étude, vous avez eu à établir des fiches de consentement que les participants ont eu à lire, prendre connaissance et signer, vous renvoyer pour constituer votre base de données? Et également, vu que c'était à distance, il y a certainement eu des pertes de vue. Comment vous avez pu gérer ces différentes informations pour garder la qualité de vos données? Merci. Merci beaucoup. Oui, en fait, il faut tenir en compte que cette étude, elle était faite à partir de 2 études qui existaient déjà. Donc, les gens, ils participaient déjà. Donc, à Combina, il avait des participants depuis 2016 et à 15-19, il avait des participants depuis 2018. Donc, ces personnes, elles étaient déjà en contact avec nous. Elles avaient un suivi médical et un suivi, donc un accompagnement par des chercheurs dans plusieurs types d'interactions qu'on avait eues déjà. Et c'est pour ça que c'était faisable. Ce n'était pas une étude qu'on a mis en place et qu'on a invité les gens à venir parler de leur vie ou écrire sur leur vie sans nous connaître et sans nous faire confiance. Donc oui, toutes les personnes ont signé une feuille de consentement. Elles avaient déjà signé pour participer à l'autre étude. Chacune des études a dû passer par les comités d'éthique aussi pour ajouter les questions concernant la COVID. Donc au Brésil, toutes les études auxquelles on parle aux gens, même s'il n'y a pas des prises de sang, des procédures médicales, on doit passer par des comités d'éthique. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait le journaux de confinement qu'avec des jeunes, parce que les comités d'éthique qui ont dû répondre par rapport à 15-19, il était beaucoup plus rapide que l'autre. Donc après, on trouvait qu'il n'avait plus de sens de faire des journaux de confinement quelques mois après le début de la pandémie. Donc toutes les mesures éthiques qui sont requises ont été prises en compte, ont été mises en place, tant l'autorisation des comités d'éthique que le consentement des participants. Et en termes de perte de vue, pour nous,
qui a compté, c'est qu'on a eu une perte de, je pense, à peu près 160 personnes qui n'ont pas répondu le deuxième questionnaire. Donc ça implique certaines limitations, mais ça n'a pas empêché l'analyse de ces données dans les deux temps. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.